À votre avis, est-ce qu'une personne peut dormir durant des années et se réveiller un beau jour, des années plus tard? Si je vous pose cette question, c'est pas pour rien, c'est que c'est déjà arrivé. Est-ce qu'il est possible qu'une personne entre dans un état, une sorte d'état d'hibernation ou d'animation suspendue pour se réveiller plusieurs années plus tard avec un fonctionnement tout à fait normal? Eh bien aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire complètement incroyable qui a même inspiré La Belle au bois dormant. Pour parler de tout ça, je vous emmène avec moi à la fin du 19e siècle sur l'île d'Okno, c'est en Suède. La famille Olsson est extrêmement modeste. Ce sont des gens profondément religieux, mais aussi enclins à croire aux sorcières, aux sortilèges, ainsi qu'aux créatures effrayantes qui hantent les environs une fois la nuit tombée. Vous avez tous l'image des cartes, vous savez, les cartes de l'époque où on montrait des monstres et tout ça. Eh ben c'était ça, ils croyaient en ça. Assez classique, hein. Beaucoup de gens croyaient à ça à l'époque. Puisqu'on leur montrait des cartes, on leur disait oui, dans la mer, regardez, il y a une espèce de bestiole bizarre. Les gens, ils y croyaient. Il faut savoir que dans la plupart des foyers modestes, là où il n'y a pas beaucoup d'éducation, eh bien, il y a beaucoup de superstitions. Ça compense. Cuiba, superstition. C'est un peu un rapport stoichiométrique, si vous me permettez l'expression. Chimie, bonjour. Les Olsson, eux, ils vivent sur un petit territoire où résident un peu moins de 20 habitants. Autant vous dire qu'il n'y avait pas grand monde. Hein. Un boulanger, peut-être un garagiste qui réparait des chevaux, qu'on appelle un maréchal ferrant, évidemment. Et donc, ils vivent avec leurs 6 enfants, dont Carolina, la seconde de la fratrie, mais aussi leur seule fille. Le reste, c'est des garçons. Bon, autant vous dire que tout ce qui est protection pour pas avoir d'enfants, il n'y avait pas trop ça à l'époque. Donc, tu te retrouvais avec une marmaille de 120 gosses à devoir nourrir. C'était compliqué, mais c'était comme ça. Hein. Le boyau de mouton ne fonctionnait pas à chaque fois. Oui, on utilisait ça avant. Carolina, elle est née le 29 octobre 1861 à Okno, donc sur cette fameuse île. C'est une jeune fille qui n'a peur de rien et elle a soif d'aventure, comme le remarque l'un de ses voisins, Bo Olmesdet. Ils ont des noms un peu compliqués à prononcer, mais on va faire avec, hein, c'est comme ça, vive la Suède. Et ce voisin, d'ailleurs, il dira ça un jour. Un beau jour, je descendais les escaliers de ma maison et j'ai vu une fille marcher sur un serpent. C'était Carolina qui les a pris avec une pelle. Elle est allée dans la fourmilière de l'autre côté de la maison et les a jetés morts. Donc quand tu grandis sur une île où il y a des serpents, 20 habitants et potentiellement des chances de mourir de faim, tu développes des capacités comme ça un petit peu hors norme. Et en fait, sa mère, elle va garder Carolina à la maison pour l'assister aux tâches quotidiennes, notamment lorsque ses frères sont à l'école. Eh bien, elle en profite pour apprendre à lire et à écrire, ce qui n'est pas évident, évidemment, au milieu des lavages de linge à la main, du ménage, de la cuisine et du raccommodage des vêtements abîmés. Et finalement, en 1875, Carolina est inscrite à l'école voisine. Le 22 février 1876, lorsque Carolina a 14 ans, elle glisse sur la glace et tombe violemment sur la tête. Et c'est à partir de ce moment-là que tout va basculer. Elle trouve malgré tout la force de revenir chez elle après cet accident avec des contusions et une tête ensanglantée. Quelques jours plus tard, un mal de dents apparemment épouvantable apparaît. Et là, sa mère, évidemment, très superstitieuse, elle va penser que c'est l'œuvre de sorcières, voilà, qui ont ensorcelé sa fille, et donc elle envoie sa fille au lit pour qu'elle se repose. Elle avait pas les talismans qu'il fallait, donc elle dit tu vas dormir, ça va passer. Bon, en vrai, elle savait pas quoi faire, donc elle a dit va dormir. Carolina se réveillera finalement de cette sieste qu'en 1908, soit 32 ans plus tard, à l'âge de 46 ans. Et elle avait l'air d'en avoir toujours 25, comme si elle n'avait pas vieilli. Bon, à l'époque, l'histoire est que Carolina, elle dort exclusivement. Sa mère lui fait la toilette quotidienne et prend soin d'elle très rigoureusement. Elle s'assure qu'elle boit au moins 2 verres de lait par jour avec une paille. Hormis ça, Carolina dort sans jamais se réveiller. Bon, du moins, des fois, quand elle buvait, elle était un peu comme ça, voilà, dans les vapes. Elle buvait son petit lait, elle se rendormait, mais elle dormait toujours un peu. Évidemment, elle va devenir une espèce de phénomène de foire local, une vraie belle au bois dormant, allongée et parfaitement soignée dans son lit. Alors que les années s'accumulent, elle est censée, voilà, perdre du muscle, voilà, maigrir, être un petit peu pourrie, et bah pas du tout, elle ne bouge pas. À noter que le père de Carolina, c'est un simple pêcheur un peu pauvre et qui n'a pas les moyens de faire se déplacer le moindre médecin. Sur l'île avec 20 pélos, il n'y a pas un médecin, hein. Bon, tu te soignais comme tu pouvais, hein. Tu te collais des saumons sur les plaies, voilà, quand ça allait pas, tu faisais avec ce que t'avais. Finalement, grâce aux bouche à oreille, le cas étrange de Carolina va interpeller et un médecin va finir par arriver sur cette île pour lui rendre visite. Le gars, il a senti qu'il y avait un cas un peu bizarre, il s'est dit on va aller voir quand même parce que ça, pas 2 fois dans une carrière. En 1892, soit au cours de sa 6e année de sommeil, le médecin John Emil Almabald, eh bien il décide de la transporter à l'hôpital où un premier diagnostic va tomber. Notamment, ils vont déceler un grave cas de paralysie liée à la démence, qu'ils appellent une dementia paralytica. Elle est finalement transportée dans un hôpital voisin d'Oskarshamn pour y recevoir un traitement thérapeutique par électrochoc, comme dernière tentative pour la réanimer. Voilà, on va lui balancer des électrochocs pour la réveiller. J'ai envie de vous dire,
à l'ancienne. Sauf qu'au moment de lui faire sa petite séance d'électrochoc, elle ne bouge pas. Rien ne se passe. Les électrochocs n'ont absolument aucun effet sur elle. Pas plus que tous les tests d'aiguilles pointues qui piquent sa peau par surprise. Mais ce qui va surtout les questionner, en fait, les médecins, c'est que ni ses cheveux, ni ses ongles ne poussent. Et ça, c'est très bizarre. Mais également le fait qu'elle ne vieillisse pas. Elle a toujours 25 ans. Elle a pas bougé d'un pouce. Comme si le temps s'était figé à ce moment-là, au moment de sa chute. Et comme je vous le disais, elle ne perd pas de poids malgré ses 2 verres de lait par jour accompagnés d'un peu de sucre et d'un peu d'eau. Elle ne souffre d'aucune atrophie musculaire non plus, ce qui n'a absolument aucune logique pour quelqu'un qui reste allongé durant autant de temps. Et selon la bibliothèque de médecine des États-Unis, une telle maladie est causée par la bactérie syphilis, qui attaque notamment le cerveau et le système nerveux jusqu'à ce que la personne ait des problèmes de mémoire, de langage, de raisonnement, mais aussi de changement de personnalité. Pourtant, la syphilis est une maladie qu'on attrape en ayant des rapports, sauf qu'évidemment, rien ne prouve que Carolina souffre de cette maladie. En fait, on lui colle ce truc-là parce que on sait pas ce qu'elle a. Et lorsque le corps médical comprend qu'il fait face à un cas hors du commun, eh bien, c'est retour à la case départ. Elle est envoyée chez elle, aux bons soins de sa mère et remise au lit. Les médecins vont donner un conseil pour essayer de soigner la jeune Carolina, c'est-à-dire, il faut juste attendre et prier. Le conseil des médecins, bonjour. Donc là, quand les médecins, ils te disent qu'il reste plus qu'à prier, c'est que c'est chaud. Genre même pas Doliprane, hein. Non, prière et vous voyez si ça fonctionne. Donc c'est mal barré. Au cours des années qui suivent, d'autres médecins vont et viennent au chevet de Carolina dans l'espoir de comprendre son état comateux et de l'expliquer. Mais personne n'y comprend rien. Pendant tout ce temps, Carolina ne parle jamais. Du moins, pas lorsqu'elle est accompagnée de quelqu'un d'autre que sa mère. Parfois elle pleure dans son sommeil également, mais il n'y a aucun réel mot qui va sortir de sa bouche sous forme de communication. Et même selon ses frères qui ont témoigné, eh bien, eux n'ont aucun souvenir d'elle qui est réveillée, ils ont vraiment un souvenir d'elle qui est en train de dormir durant des années. Mais vraiment, elle bougeait pas. Bon, en résumé, Carolina, elle dort et rien d'autre. On est en 1905 et la mère de Carolina va mourir. Dans son sommeil, Carolina se met à pleurer abondamment. Et la même chose s'est produite en 1907 lorsque l'un de ses frères s'est noyé. Son père qui commence à vieillir, eh bien il va prendre le relais et s'occupe désormais de sa fille. Sauf qu'il était trop vieux pour s'en sortir tout seul et une femme de ménage accepte de venir l'aider. La gouvernante remarque certaines choses pour le moins étonnantes, comme le fait que les cheveux de Carolina sont toujours propres et que ses ongles de ses mains sont toujours bien entretenus. Elle affirme également que chaque fois qu'elle apporte des bonbons avec elle, certains vont disparaître lorsqu'elle s'absente un instant. Malgré les efforts de la famille pour la réveiller, Carolina semble toujours passer des journées dans un profond sommeil. Donc là, il y a des trucs un petit peu bizarres qui se passent, c'est-à-dire, on pense qu'elle se réveille parce que les bonbons ils peuvent pas disparaître tout seuls. Mais ça paraît quand même incroyable qu'elle reste autant de temps allongée sans rien foutre. Jusqu'au jour du 14 avril 1908, et contre toute attente, l'impensable se produit. La gouvernante a entendu des bruits étranges provenant de sa chambre. Et elle se précipite dans les escaliers pour la trouver rampante, pleurant, sur le sol. Carolina a désormais 46 ans et n'a aucun souvenir de ces 32 dernières années qu'elle a passées à dormir. Elle ne reconnaît pas ses frères et semble totalement enfermée dans un monde qu'elle s'est construit. Les journalistes diront même ceci dans les journaux, donc c'est pas inventé, hein. Quand elle s'est réveillée, elle avait 46 ans réellement, mais elle semblait en avoir 25 sur son visage. Évidemment, tout le monde est étonné, elle a pas vieilli d'un pet. Mais comment elle a fait? C'est pas les bonbons, hein, non. Durant les dernières années où c'est la gouvernante qui s'est occupée d'elle, elle a finalement perdu beaucoup de poids. Ce qui corrobore fortement la théorie selon laquelle Carolina et sa mère étaient de connivence, et qu'en réalité Carolina mangeait et parlait uniquement en présence de sa complice, sa mère. Retournant se coucher en toute hâte dès qu'elle entendait une tierce personne entrer dans la maison. Mais alors pourquoi elle aurait fait ça? Pourquoi elle aurait fait semblant de dormir pendant 35 ans? C'est un délire. Ou plutôt 32, mais c'est quasiment pareil. Ça n'a aucun sens. Et pourquoi elle n'a pas vieilli? Au départ, après son réveil, après 32 ans de sommeil, elle était évidemment très faible, très pâle, et elle ne supportait pas la lumière. Puis les semaines passent, Carolina retrouve finalement ses forces et la parole, même si elle semble hésitante et très peu à l'aise. Des tests vont être menés pour évaluer son état cérébral, et il en ressort qu'elle est intellectuellement au-dessus de la moyenne. Elle sait lire et écrire, mais n'a aucune culture générale, comme par exemple des notions de géographie. On est maintenant en 1910 et il y a un psychanalyste, un psychiatre qui va intervenir. C'est l'un des psychiatres suédois les plus célèbres de l'époque qui s'appelle Harald Froderström. Il va lui rendre visite et passe beaucoup de temps à essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé avec elle. Il va compiler tout ce qui s'est passé, notamment dans des articles scientifiques, grâce auxquels il va tenter de découvrir la vérité. Le psychiatre va être charmé par Carolina qui se comporte comme une
femme beaucoup plus jeune que son âge et qui flirte timidement avec lui à chaque fois qu'ils se rencontrent. Il va exclure très rapidement une hibernation totale comme un ours, affirmant qu'il lui aurait été impossible de dormir pendant une si longue période sans mourir de faim, évidemment. Il pense que Carolina a souffert d'une sorte de psychose provoquée par un événement déchirant qui reste méconnu. Sa mère aimante a cautionné cette situation en soutenant sa fille dans son besoin d'échapper au monde réel. Une sorte de syndrome de Munchausen. Vous savez, c'est le truc où, par exemple, il y a une mère qui va rendre malade son enfant pour pouvoir s'en occuper. Et en fait, le parent qui veut rendre malade l'enfant, eh bien, c'est juste pour avoir l'occasion de le soigner. Enfin, c'est très bizarre hein, comme truc, le Munchausen. Donc en fait, voilà, elle se complaisait finalement dans la maladie et voulait rester comme ça. Et de surcroît, la mère l'aurait gardé dans cette situation pour s'en occuper. Donc la mère aurait aussi un Munchausen. Donc c'est un double Munchausen par procuration. C'est un truc de fou. Un cas complètement surréaliste, mais possible. Mais bref, là, on fait un peu une digression. Revenons sur l'histoire. La vraie question qu'on peut se poser, c'est que s'est-il passé réellement quand elle s'est blessée à la tête ce jour de 1876, quand elle est revenue à la maison, la gueule en sang? Eh bien, c'est évidemment quelque chose que nous ne saurons jamais, mais beaucoup pensent qu'elle a été victime de quelque chose de terrifiant, comme de graves abus, peut-être de la part de nombreux individus, et cet événement aurait été si traumatique qu'il aurait détruit son équilibre mental, et l'a amené à se réfugier dans son lit pendant 32 ans. Donc il est arrivé ce jour-là, ce jour de 1876, quelque chose de vraiment abominable, qui l'a complètement refermée sur elle-même. Mais on ne saura jamais vraiment quoi. En même temps, sur l'île, il y avait 20 personnes à interroger et ils auraient pu faire le taf. Le psychiatre qui est venu la voir est quant à lui persuadé que sa mère l'a surprotégée. Il s'avère qu'il a découvert que Carolina était sur le point d'avoir ses premières règles, et sa mère a décidé de la garder à la maison et d'éviter que quelque chose de grave ne se produise à l'extérieur pendant que son corps subissait des changements hormonaux. Sa mère, évidemment, elle avait peur qu'elle se fasse alpaguer par l'un des fous qui vivait sur cette île, donc elle l'a confinée un petit peu. Quel que soit l'événement qui s'est passé en 1876 avec Carolina et qui l'a fait dormir durant 32 ans, une fois qu'elle a été réveillée, elle a pleinement profité de la vie, vivant encore 42 ans de plus avant de mourir d'un AVC le 5 avril 1950. Les personnes qui l'ont rencontrée l'ont décrite comme une travailleuse acharnée d'une extrême gentillesse. Ce qui est incroyable avec cette histoire, c'est déjà que la fille a dormi durant 32 ans, c'est qu'on sait pas ce qui s'est réellement passé. On sait pas si vraiment elle se réveillait un peu pour bouffer, mais c'est très probable, sinon elle serait morte. En tout cas, c'est un cas exceptionnel, mais c'est pas le seul cas qu'on connaît. Il y a d'autres cas, notamment un, celui de Molly Fancher, à qui il est arrivé des choses encore plus incroyables. L'histoire que je vais vous raconter à présent est tout aussi incroyable que la première, voire plus. Il s'agit, encore une fois, d'une femme ayant passé une grande partie de sa vie alitée, précisément une 50aine d'années. Elle s'appelait Molly Fancher et semblait aveugle, paralysée et impuissante. Pourtant, Molly était capable de retrouver des objets perdus par divination, de décrire avec précision chirurgicale la tenue vestimentaire et le comportement d'un ami ou d'un parent dans une ville très lointaine. Ce qui est incroyable dans ce que je vous dis, parce que même moi j'y croyais pas, eh bien c'est qu'il y a eu des vérifications qui ont été faites. Elle arrivait à deviner des trucs qui se passaient très loin. Mais comment c'est possible? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont douté sur cette histoire, notamment des médecins et des journalistes. Ils pensaient que c'était une fraude, ce qui est également possible. Mais alors, qu'en est-il réellement? Eh bien, revenons sur ce cas exceptionnel qui a déchaîné la chronique. J'adore dire ça. Mary J. Fancher, connue sous le nom de Molly, elle est née dans le Massachusetts le 16 août 1848. Elle et ses deux frères et sœurs ont emménagé avec leurs parents, James et Elizabeth Fancher, à Brooklyn, New York, en 1850. Quelques années plus tard, elle est inscrite dans une école privée. Le premier traumatisme dans la vie de Molly s'est produit en 1855. Sa mère est décédée, son père s'est marié et a abandonné ses enfants. La tante de Molly, Susan Crosby, s'est alors occupée d'eux. En 1864, Molly, elle va terminer ses études et à l'approche de l'obtention de son diplôme, elle a hâte de passer à autre chose et de progresser dans sa vie. Comme tous les étudiants, évidemment, au bout d'un moment, on en a marre d'aller à l'école. On veut gagner de la thune. Bon, elle aussi. De physique, elle est grande, mince, avec un beau teint clair et une mine de fragilité, qui était l'idéal féminin à cette époque victorienne. 2 mois avant l'obtention de son diplôme, l'état de santé de Molly commence à se ternir avec la manifestation de plusieurs problèmes de santé, notamment une indigestion nerveuse, une faiblesse à la poitrine et fréquemment des évanouissements. Plus grave encore, elle va cesser de s'alimenter, elle affirme que la nourriture lui est douloureuse et sa silhouette déjà très maigre commence à dépérir rapidement. En fait, ce qui est très dangereux, c'est qu'à cette époque, cette silhouette extrêmement maigre
Elle était mise en avant, notamment dans la culture populaire, et donc c'était la mode d'être très maigre, et donc on la considérait pas malade d'être un os, tout simplement. Elle faisait partie des canons de beauté. Plus t'étais maigre, voilà, plus t'es un canon de beauté. Et donc ça complaît un petit peu dans la maladie, puisque on te voit maigre, on dit non, ça va, t'es bien. Donc y a pas de soin derrière, donc c'est dangereux. En revanche, chez Molly, il ne s'agit pas simplement de correspondre au goût de ces messieurs, il se cache en réalité une maladie mentale profondément ancrée. Dans l'optique de soigner ces troubles d'indigestion nerveuse, comme on les appelait à l'époque, le médecin de Molly va lui prescrire de l'équitation. Alors, on sait pas pourquoi, la meuf mange plus, on lui dit va faire du cheval, vous m'expliquerez. Faut savoir que l'équitation est couramment prescrite pendant des siècles pour toutes sortes de troubles nerveux chez les femmes. Quoi qu'il en soit, la prescription de Molly s'est arrivée loin d'être thérapeutique. Elle va même chuter de son cheval en 1864 et se cogne la tête contre une bordure, lui faisant perdre connaissance. Elle va se casser également plusieurs côtes et l'année suivante, elle va souffrir de maux de tête et de douleurs absolument abominables. Et en fait, le 8 juin 1865, il va lui arriver un second accident. En fait, ce jour-là, Molly a fait quelques courses dans l'optique de préparer son futur mariage. Lorsqu'elle s'apprête à descendre d'un tramway pour rentrer chez elle, le conducteur a fait signe au cocher de continuer. Et lorsque la voiture fait une embardée, Molly a perdu l'équilibre et est tombée. Sa robe s'est accrochée à un crochet à l'arrière de la voiture et elle a été traînée sur des centaines de mètres jusqu'à un autre pâté de maison avant que quiconque ne s'en rende compte. Molly est retrouvée totalement inconsciente avec l'ensemble de ses côtes brisées. Et suite à l'annonce de l'accident, son futur époux, avec qui elle devait se marier, eh bien, il va la quitter. Le mec sympa. Je pense qu'elle a bien fait de pas se marier avec lui. Évidemment, elle est très gravement blessée. Elle est transportée au domicile familial au 160 Gate Avenue le 8 juin 1865. Donc là, elle est blessée, on la ramène chez elle. Elle ne va jamais en sortir. Et dès l'instant où on va la poser dans son lit, eh bien, son destin, il va passer de très triste à extrêmement bizarre, voire suspect. Lorsqu'elle reprend connaissance, elle a perdu la vue, l'ouïe et la parole. Ses jambes s'enroulent l'une autour de l'autre jusqu'à former un triple tour. Le pharynx se contracte de façon à ne plus laisser passer aucun aliment. Et l'estomac s'aplatit à un tel point qu'en posant la main sur lui, on arrive immédiatement sur la colonne vertébrale. Elle subit des convulsions et des catalepsies. C'est un état transitoire durant lequel les muscles se figent. Cet état va se succéder par alternance, ne laissant aucun sommeil possible pour elle. Donc en fait, elle a des contractions absolument abominables et des trucs inexplicables, ce qui l'empêche en plus de dormir. Ses mâchoires, elles sont tellement serrées que l'on peut à peine faire passer entre ses dents du jus de fruits et de l'eau. Et ces substances sont absorbées par la muqueuse buccale, car rien ne passe dans l'estomac. Donc elle est nourrie littéralement par absorption dans la muqueuse, buccale. Autant vous dire que ça prenait des heures et des heures pour la nourrir, c'était compliqué, parce que tu fais pas passer grand chose par les capillaires de la bouche. Les 50 années passées au lit sont caractérisées par de nombreux maux variés et très étranges, qui vont consterner évidemment tous les médecins qui vont la voir. Les premiers symptômes vont débuter peu de temps après son dernier accident et resteront constants pour le reste de sa vie. Molly, elle va rentrer très fréquemment dans une espèce de transe et subit de violents spasmes. Sa mâchoire va se bloquer quotidiennement et elle a des problèmes de vision et d'évanouissement. Elle ne voit quasiment plus rien, je vous l'ai dit, elle est presque aveugle. Et très bizarrement, en fait, elle va réussir à survivre, même en restant au lit dans cet état, et en mangeant quasiment pas. Elle a même passé une fois presque 2 mois sans manger. Je sais pas si vous vous rendez compte, au bout d'un mois, ça commence à être chaud, et elle a survécu. Évidemment, il y a les meilleurs médecins de la région qui vont aller la voir, et ils vont établir qu'elle souffre d'hystérie. Alors l'hystérie, dès qu'on savait pas, on disait hystérie à l'époque, voilà. Et en fait, la maladie de Molly, elle est définie donc comme étant une forme d'hystérie motrice, plus courante dans les sociétés d'avant le XXe siècle, où la croyance en la possession démoniaque et la sorcellerie était plus courante. Et en fait, durant 9 ans, il s'est passé des faits très bizarres avec cette fameuse Molly. On les a même appelés The Brooklyn Enigma, qui se sont produits entre 1866 et 1875. Vous allez voir, c'est du délire. Durant ces fameuses 9 années, elle va cesser de dormir, se reposant seulement dans un état de transe, allongée, les bras relevés au-dessus de sa tête, les jambes tordues et les yeux fermés. Au réveil, elle n'a aucune conscience du temps écoulé, finissant même des conversations exactes de 9 ans auparavant. Au cours de cette transe un peu étrange de 9 ans, elle aurait développé des sortes de 6e sens extraordinaires. C'est-à-dire qu'on l'a testé, on lui a mis des lettres fermées et cachetées qu'elle n'a pas vues avant, et elle arrivait à voir ce qu'il y avait dedans. C'est ce qui est dit, Elle arrivait apparemment à voir ce qui se passait également dans des habitations qui sont très éloignées, décrivant avec exactitude les individus, leur tenue, leur occupation actuelle, etc. Elle voit des personnes
quand elle le veut, dans n'importe quel quartier de la ville, et annonce toujours l'arrivée des gens en route pour lui rendre visite, sans qu'elle sache qu'ils viennent à l'avance. Donc en fait, la meuf voyait absolument tout après avoir eu une transe de 9 ans, c'est ce qu'il racontait. Plusieurs médecins vont confirmer que Molly est presque 100% aveugle et que son audition est à quasi zéro. Malgré le fait qu'elle soit aveugle, sourde et elle peut quasiment pas parler, mais un petit peu, eh bien son état mental, il va finalement aller mieux. C'est-à-dire qu'elle va réussir à écrire environ 6500 lettres, à coudre de fines broderies et à tenir un journal, et même à confectionner des fleurs en cire. Là, on peut se dire, ça fait quand même beaucoup pour une femme qui a alité avec une seule main fonctionnelle, non? Et en fait, partant de là, Molly, elle va devenir une véritable célébrité dans toute la ville. Sauf qu'évidemment, les médecins vont rejeter les affirmations de surnaturel. Pour eux, il s'agit d'une pure arnaque. Molly est juste une malade et une escroc. Et en fait, il s'avère qu'après son réveil de ces 9 années de transe très bizarre, Molly s'est en fait réveillée avec plusieurs personnalité. La Molly qui s'est réveillée en premier est surnommée Sunbeam. Et Sunbeam est la personnalité principale de Molly. Et 4 autres personnalités vont émerger de Molly, notamment en 1876, et qui vont rester avec elle pour le reste de sa vie. Cette personnalité nommée Sunbeam va prendre le dessus sur les autres durant les heures quotidiennes, notamment quand les visiteurs et les amis viennent la voir. Et donc ses amis et les visiteurs, ils connaissent que cette personnalité de Molly, alors qu'en fait elle en a plein d'autres. Parce qu'en fait ces autres personnalités, elles apparaissent après 23 heures. Et les transitions sont extrêmement brutales. Elles se font par des épisodes de transe et de crise, comme si elle était possédée, comme si les personnalités luttaient entre elles pour prendre le contrôle. Les spasmes de Molly lui désarticulent les membres depuis le fémur jusqu'à la cheville. Il paraît que même les petits os des pieds étaient comme dessoudés. Idol, c'est le nom de la première personnalité à prendre le relais durant la nuit. Elle est hargneuse et très jalouse de Molly pendant la journée et a l'habitude de défaire sa broderie ou de saboter les efforts artistiques de Sunbeam. Bon, c'est-à-dire que Molly a plusieurs personnalités, la journée elle fait de la couture et des trucs, et après 23 heures il y a une autre personnalité qui prend le dessus et qui pète absolument tout ce qu'elle a fait. C'est-à-dire qu'elle casse ses propres créations. Mais c'est un cas extrême, vous allez comprendre. Enfin, vous avez déjà compris un petit peu. Il faut savoir que les deux personnalités se sont même écrites des lettres avec des écritures extrêmement différentes. La personnalité qui s'appelle Idol semble constituer la petite enfance de Molly jusqu'au moment de son premier accident. Chaque soir, elle reprend sa vie là où elle s'est arrêtée. C'est-à-dire que Idol, c'est une personnalité enfant. Et il y a une autre personnalité qui va arriver, qui s'appelle Rosebud, qui est venue après Idol. Elle parle et se comporte comme un enfant de 7 ans. Mais contrairement aux autres personnalités, elle était plus enclin à l'errance. Elle est apparue pour la première fois en 1875 et n'est apparue que par intermittence jusqu'en 1886. Date à laquelle où cette personnalité est vraiment restée et voilà, est revenue un petit peu tous les jours. Il y a une autre personnalité qui va arriver encore et qui s'appelle Pearl. Elle, c'est une personnalité qu'on peut appeler amoureuse et elle est âgée d'environ 17 ou 18 ans. Elle se souvient des événements de la vie de Molly jusqu'à cet âge environ. Mais elle ne se souvient pas de ces fameux accidents. Et pour finir, il y a une dernière personnalité qui va arriver, qui s'appelle Ruby. C'est la version la plus extravertie de Molly. Et c'est une personnalité qui est extrêmement énergique et plutôt robuste, on va dire. Chacune des personnalités, une fois fatiguée, disparaissait via un nouveau spasme, jusqu'au moment où revenait le tour de Sunbeam pour vivre la journée. Donc en fait, il y avait Sunbeam qui contrôlait un peu tout, et il y avait tout un tas de petites personnalités en dessous qui venaient quand Sunbeam était fatigué, notamment le soir. Et Molly va même réussir à dire des choses par rapport à ça, notamment: en examinant ces fleurs de cire que j'ai faites de mes propres mains la journée, je ne puis penser qu'elles sont mon œuvre, et j'éprouve même une certaine répugnance à les regarder, car elles me font en quelque sorte l'effet d'avoir été confectionnées par une morte. Parfois, je me trouve dans des régions très élevées, notamment de l'espace, où je vois souvent ma mère et d'autres amis. Donc là, la nana est en train de dire qu'elle voit à travers les murs, qu'elle entend les morts, qu'elle va dans l'espace. C'est fou quand même. En fait, le cas de Molly est évidemment extrêmement complexe. Aujourd'hui, on lui diagnostique un trouble de la personnalité multiple, qui est une maladie extrêmement rare dans laquelle l'individu se fragmente sous une tension émotionnelle extrême. Mais en revanche, cela n'explique pas les prouesses étonnantes et inexplicables qu'elle a réussi à faire. Notamment à expliquer des choses qui se passaient très loin. Il y a eu de véritables tests qui ont été faits, des trucs très solides, même scientifiques, j'ai envie de vous dire. Et personne n'a réussi à expliquer comment elle avait fait ça. À expliquer comment elle avait pu lire ce qu'il y avait dans une lettre fermée, ou ce qui se passait dans une maison très éloignée, ou comment était habillé un tel ou un tel. Ça mêle un petit peu la science, le surréalisme, le mystère, et voilà, moi c'est tout ce que j'aime. À dimanche prochain, 20 h, abonnez-vous, et je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.